Hop hop hop, je sais que tu as déjà vu l'édit, eh bien bouge pas parce que là je t'explique concrètement avec un exemple ce que signifie le taux d'accroissement et comment le trouver pour une fonction particulière. Reste bien jusqu'au bout puisque je te le fais avec 4 niveaux d'abstraction, tu as bien entendu 4 niveaux, reste jusqu'à la fin pour voir si tu comprends le dernier niveau. On prend la fonction qui va de R dans R et qui a x associé x carré et je fais l'affirmation que pour tout x dans R, f est dérivable et sa dérivée en x est égale à 2x. Et donc on passe au premier niveau, première spémat. La définition de la dérivabilité, c'est on calcule le taux d'accroissement qui est cette quantité, qui est en fait une sorte de vitesse moyenne. En fait, je prends l'image d'une valeur qui est un peu plus loin que x plus h, moins l'image de x. Donc la différence des deux, c'est la distance entre les deux images, divisé par la distance entre les antécédents x et x plus h, ce qui fait h. Ce qui fait bien une vitesse moyenne, c'est f dans la description, je l'explique un peu plus en détail. Eh bien, se poser la question de si f est dérivable en x, c'est de savoir si cette limite existe quand h tend vers 0, h étant différent de 0. On va donc montrer que cette limite existe, donc que f est dérivable, mais qu'en plus, elle vaut 2x. Je commence en posant soit x quelconque dans R, puisque ce que je vais faire va s'appliquer peu importe la valeur de x, donc j'en prends un quelconque. Et je vais écrire le taux d'accroissement f de x plus h moins f de x sur h, le transformer en maximum, et à la fin, quand je l'aurai suffisamment transformé, je vais en prendre la limite. Et donc quand je remplace, j'obtiens ceci. Donc attention, j'ai x plus h dans la fonction, vous ne trompez pas. Donc là, ici, cet exemple est simple, mais je vois souvent ce genre d'erreur. Donc à l'intérieur de la fonction carré, je mets x plus h, donc j'ai tout x plus h qui est au carré, moins la fonction en x, donc x carré divisé par h. Mais qu'est-ce que je reconnais ici? C'est une identité remarquable. Et donc en l'appliquant, j'obtiens ceci après avoir développé. Et je remarque que ces deux bonhommes se simplifient. Et j'obtiens ceci. L'idée, ça va être de factoriser pour simplifier le h, puisque le h du dénominateur pose problème. Pourquoi? Rappelez-vous qu'on va prendre la limite en 0, mais là, tel quel, on ne peut pas calculer la limite en 0. J'y reviens après dans le niveau suivant. Et donc, je factorise le numérateur par h. J'ai bien quand je distribue h fois 2x qui fait 2xh, et h fois h qui fait h carré. C'est ça la factorisation. Il faut que dans l'autre sens quand vous distribuez, vous ayez ce que vous aviez avant. Et mes h se simplifient, ce qui me donne 2x plus h. Donc, le taux d'accroissement de la fonction carré en x est égal pour tout h à 2x plus h. Question, est-ce que ceci admet une limite quand h tend vers 0 et si oui, laquelle? Eh bien pour l'instant, les premières spémates, vous n'avez pas vu la notion de limite, mais intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la limite d'une expression, c'est se dire quand h se rapproche de 0, l'expression elle-même, elle se rapproche de quelle valeur? Et dans la pratique, c'est un petit peu comme si vous remplaciez h par 0. Alors attention, vous en doutez, c'est un peu plus subtil que ça, puisque tout à l'heure, dans le début du calcul, si on remplaçait h par 0 ici, on avait un problème, on ne pouvait pas. Mais une fois que vous avez transformé l'expression suffisamment, dans l'idée, intuitivement, ça peut se voir comme ça. Et donc 2x, ça se rapproche de quoi quand h se rapproche de 0? Ça ne dépend pas de h, donc ceci ne bouge pas, peu importe le mouvement de h. Mais quand h se rapproche de 0, h se rapproche de quoi? De 0. Donc tout ça, ça se rapproche de 2x plus 0. Ainsi, on a que la limite du taux d'accroissement de la fonction qui a x associé x carré est égale en fait à la limite de 2x plus h quand h tend vers 0, qui est égale à 2x. Donc cette limite est un nombre réel fini, ce qui prouve que la fonction carré est dérivable en x, et ce quel que soit x, puisqu'on a pris x quelconque, mais qu'en plus, le nombre dérivé de cette fonction vaut 2x. C'est QFD. Deuxième niveau, terminal spémat. Alors la définition est exactement la même, mais comme en terminale, maintenant la plupart d'entre vous ont vu la notion de limite de fonction, on va pouvoir calculer un petit peu plus rigoureusement cette limite. Et donc on a que pour tout x dans R et pour tout h dans R, h différent de 0, cette expression, d'après le calcul qu'on a fait juste avant, est égale à celle-ci. Donc leurs limites quand h tend vers 0 sont les mêmes. Or cette expression, c'est une expression polynomiale en h, c'est même une fonction affine en h, et donc elle est continue en h. Et donc sa limite se calcule bien en remplaçant h par 0. C'est ça l'argument technique qui est derrière et qui est rigoureux. Et donc j'ai que ceci tend vers 2x quand h tend vers 0, avec l'argument qui est précisé ici. Troisième niveau. Maintenant on est sub L1 et nous on n'utilise pas les définitions de limite à la wall again comme les petits du lycée. Donc pour démontrer la dérivabilité de f en x pour tout x, on va tout simplement revenir à la définition formelle de la limite. C'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que pour tout h dans R étoile, faut bien que h soit différent de 0, la valeur absolue de h inférieure à delta implique que la valeur absolue du taux d'accroissement moins la limite, ou du moins ce qui va être la limite, est inférieur à epsilon. Ça, c'est exactement dire que ce taux d'accroissement converge vers 2x quand h tend vers 0. Soit donc x dans R et epsilon strictement positif. L'idée, c'est d'arriver à construire ce delta, qui évidemment va dépendre de epsilon, puisque ici, il existe suite au epsilon, qui nous garantit que quand h est plus petit que delta, on a ceci qui est plus petit que epsilon. Alors je vais te donner la méthode pour trouver ce genre de delta quand tu fais des epsilonnages. On va commencer à travailler cette expression, et on va essayer de voir quelles conditions on peut avoir sur h pour obtenir ceci. Et c'est ça qui nous donnera l'idée de fixer le bon delta. Et bien là, je ne refais pas les calculs, mais après avoir transformé tout ça, on obtient 2x plus h. Donc j'obtiens que ceci est égal à ceci, qui est égal à h. Et comment choisir delta pour garantir que ceci,
qui est donc le taux d'accroissement moins 2x, soit inférieur à epsilon. Bah là, on peut se contenter de prendre epsilon. Mais vas-y, pour le style, moi je vais prendre delta est égal à epsilon sur 2. Parce que j'ai envie, ma gueule. Et donc ce que j'ai fait ici pour essayer d'epsilonner pour trouver le bon delta, ça je l'ai fait au brouillon. Et là, je rédige au propre en mettant on pose. Alors oui, comme ça a l'air de tomber du ciel quand on l'écrit, mais le fait est que c'est correct. Et donc je pose delta est égal à epsilon sur 2. Et donc j'ai mon taux d'accroissement qui vaut ceci. Et donc soit h dans R étoile tel que la valeur absolue de h soit inférieure à delta, qui est égal à epsilon sur 2. On a que la valeur absolue de h est inférieure ou égale à epsilon sur 2 qui est lui-même strictement inférieur à epsilon, et donc la valeur absolue de h est inférieure à epsilon, parce que epsilon est strictement positif. Mais la valeur absolue de h, c'est exactement le taux d'accroissement moins 2x. Et donc j'ai bien montré que dès que h est inférieur à delta, epsilon sur 2, alors le taux d'accroissement est inférieur à epsilon, ce qui est précisément la définition de la limite du taux d'accroissement. Puisque pour tout epsilon, il faut trouver un delta tel que quand h en valeur absolue est inférieur à delta, on est ceci. Pour chaque epsilon, ce delta-là convient d'après ce calcul. Quatrième niveau, on passe à l'aspect, la L2 et la L3, et on va utiliser la définition de la différentiabilité pour cette application-là. On munit les espaces Mn de R, donc des matrices carrées à coefficient réel de taille n, des normes d'opérateurs. Et donc d'après la définition de la différentiabilité, il doit exister une application grand L linéaire, donc une application linéaire de Mn de R dans Mn de R, telle que f de A plus h est égal f de A plus L de h, l'application linéaire appliquée en h, plus petit o de la norme de h, où grand H est une matrice carrée de taille n, et petit o de la norme de h est une fonction qui s'écrit de la forme norme de h fois epsilon norme de h, où epsilon norme de h est une fonction qui tend vers 0 quand norme de h tend vers 0. Autrement dit, ce petit o est une fonction qui, divisée par la norme de h, donc ça divisé par la norme de h, nous donne un epsilon de la norme de h, autrement dit une fonction qui tend vers 0 quand la norme de h tend vers 0. Et donc c'est parti pour le calcul. F de A plus H est égal à plus H au carré, qui est égal à, on reconnaît une identité remarquable. Et non, tu t'es fait douiller, il n'y a pas d'identité remarquable ici. On ne sait pas si les matrices A et H commutent. Donc en fait, on développe, et la formule du développement normal nous donne la multiplication dans un sens, puisque j'aurai A fois H, si j'ai la deuxième parenthèse après, et ensuite H fois A. Et donc ça me donne ceci en développant. On va essayer d'identifier les termes et de montrer que chacun est ce qu'il faut dans la définition de la différentiabilité. Le A carré, c'est facile, je reconnais F de A. Ici, je vois que j'ai une application linéaire en H, oui, c'est une multiplication, donc si j'ai une combinaison linéaire, j'ai le A qui se distribue à la combinaison linéaire ici et de la même ici. Et donc ça s'écrit comme ça, où L est l'application linéaire de Mn de R dans Mn de R qui a H associé à H plus HA. C'est une application linéaire, j'ai donc à montrer que le dernier terme est un petit o de la norme de H. Or, j'ai que la norme de H carré, c'est la norme de H au carré, d'après la propriété de la norme d'opérateur. Et donc si je divise par la norme de H pour H différent de la matrice nulle, j'ai que ceci est majoré par la norme de H, et quand la norme de H tend vers 0, d'après le théorème d'encadrement, j'ai que ceci tend vers 0. Donc j'ai bien que ce truc-là, divisé par la norme de H, tend vers 0 quand la norme de H tend vers 0, et donc c'est bien petit o de la norme de H, autrement dit un norme de H fois epsilon norme de H. Donc j'ai bien démontré que l'application qui a une matrice carrée de taille n associe son carré est différenciable, quelle que soit la matrice A, mais que sa différentielle, c'est l'application linéaire qui a H associe A fois H plus H fois A. Check! Quoi, on avait dit 4 niveaux, mais t'es encore curieux? Allez, c'est cadeau, un 5e niveau. Niveau L3M1, on va considérer l'application de E dans E qui a A associé A carré, mais cette fois E est une algèbre de Banach. Attention, elle n'est pas nécessairement de dimension finie, comme c'était le cas juste avant. Une algèbre de Banach a une norme qui vérifie ceci, et elle est complète pour cette norme. C'est un espace vectoriel avec une sorte de multiplication qui vérifie certaines propriétés, tout ça. Et on a la même définition que tout à l'heure, à ceci près que l'application linéaire doit être une application linéaire continue pour la norme d'opérateur de la norme qui est sur l'algèbre E. On écrit donc f de A plus h et on a la même chose que tout à l'heure avec le même calcul et la même démo pour le petit o. Mais ici, il faut en plus montrer que cette application-là est une application linéaire continue pour la norme d'opérateur L de grand E. Enchaînement d'inégalités montre la continuité de l'application.